Bonsoir. Ce soir, laissez votre esprit s'envoler vers un pays où les couleurs éclatent à chaque coin de rue, où les épices parfument l'air et où chaque instant semble chargé d'une énergie mystérieuse. Dans cette histoire, vous suivrez les pas d'un voyageur, un cœur curieux et un esprit ouvert qui explore les marchés animés, les temples mystiques et les paysages apaisants de ce pays millénaire. Des rencontres inattendues aux expériences inoubliables, en passant par les moments de contemplation, chaque étape de son périple révèle une facette unique de l'Inde. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par cette histoire qui commence là où tant d'aventures naissent, dans le calme presque irréel des nuages, à bord d'un avion filant vers le bout du monde. Bonne écoute et douce nuit. J'avais la tête collée au hublot de mon siège. Comment ne pas profiter du spectacle qui s'offrait devant moi? L'avion volait bien au-dessus des nuages. Je contemplais une mer de nuages cotonneux, illuminée des rayons jaunes orangés du soleil, offrant une ambiance chaleureuse. L'avion avançait rapidement dans le ciel, mais là-haut, il semblait presque immobile, comme s'il flottait doucement sur cette mer infinie. Je me disais que même si ce voyage devait me décevoir, ce spectacle à lui seul en valait la peine. Mes pensées vagabondaient face à ce panorama hypnotique et apaisant. La cabine de l'avion était silencieuse, pas de cris d'enfants, pas d'agitation, seulement le doux ronronnement des réacteurs, presque méditatif. Les passagers autour de moi semblaient plongés dans leur monde, chacun vaquant à des activités calmes et relaxantes. Certains dormaient, d'autres regardaient un film, et d'autres encore, comme moi, ne pouvaient détourner leur regard de cette vue imprenable. Ce voyage vers l'Inde semblait déjà me combler, et pourtant, ce n'était que le début. Peu de temps après, une annonce au haut-parleur de l'avion indiqua que le repas allait bientôt être servi. Je me réjouis à cette nouvelle, car je me disais justement qu'un bon repas chaud était tout ce qu'il me manquait à cet instant. Quelques minutes plus tard, les hôtesses arpentaient l'allée centrale pour distribuer de petits plateaux repas. Je choisis un menu végétarien et l'hôtesse me tendit mon plateau avec un sourire. Le repas se composait de riz basmati, un riz long grain aromatique, léger et parfaitement cuit, qui est une base incontournable de la cuisine indienne. Il était accompagné d'une sauce palak paneer crémeuse, un curry à base d'épinards mijotés et d'épices, mélangés à des cubes tendres de paneer. Ce fromage frais indien au goût doux et légèrement lacté. Pour compléter, un naan moelleux, ce pain plat cuit dans un four tandoor, encore chaud et légèrement doré, apportait une touche réconfortante. En dessert, un ras-malai sucré venait clôturer le repas avec délicatesse. Il s'agit de petites galettes de fromage frais, trempées dans un sirop parfumé à la cardamome et au safran, offrant une douceur fondante et un arôme subtil. Ce plateau repas m'offrait une introduction parfaite aux saveurs riches et variées de l'Inde, comme un prélude alléchant à ce qui m'attendait sur le sol indien. J'ouvris les couverts en plastique disposés sur mon plateau et pris une première bouchée. C'était délicieux. À côté de moi, un homme d'une quarantaine d'années, visiblement habitué à ce trajet, engagea la conversation en anglais. Bien que le hindi soit la langue officielle en Inde, on m'avait rassuré avant mon départ. La majorité des gens, surtout dans les grandes villes, comprennent et parlent anglais. C'est l'une des langues les plus utilisées pour les échanges, un vestige de l'époque coloniale qui s'avérait être un véritable atout pour les voyageurs étrangers comme moi. Cet homme m'expliqua alors qu'il était originaire de Delhi
et revenait de Londres après un séjour professionnel. Enthousiaste, il partagea quelques anecdotes sur sa ville natale. « Delhi est une ville unique, me dit-il en souriant. Chaotique, mais pleine de vie. Vous verrez, elle ne ressemble à aucun autre endroit. » À travers ces mots, je commençais à imaginer cette capitale immense, débordante d'énergie et d'agitation, que je découvrirais bientôt. La cabine se plongea peu à peu dans l'obscurité. Les caches-hublots étaient tirés, les lumières tamisées. Certains passagers s'endormirent, bercés par le ronronnement des moteurs, mais je restais éveillé, hypnotisé par le spectacle offert à travers ma fenêtre. En bas, les lumières des villes apparaissaient par intermittence, comme des constellations inversées, témoins d'une vie que je ne pouvais qu'imaginer. Le temps semblait ralentir, chaque instant amplifiant mon impatience. Après plusieurs heures de vol, l'équipage annonça que nous amorcions notre descente vers Delhi. Une montée d'adrénaline me gagna. Je regardais par le hublot alors que l'avion traversait une épaisse couche de nuages, dévoilant en dessous un vaste tapis de lumière s'étendant à perte de vue. La ville semblait vibrer, immense et bouillonnante. En la contemplant, je ressentis à la fois de l'excitation et une certaine appréhension. Delhi m'appelait et je me sentais prêt à répondre. Lorsque l'avion toucha le sol, le choc léger des roues sur la piste me ramena à la réalité. Les annonces finales retentirent et les passagers s'agitèrent, récupérant leurs bagages à main. Je restai assis quelques instants de plus, profitant de ce moment suspendu. C'était la fin d'un long voyage et le début de quelque chose de nouveau. Je me levai enfin, heureux de me dégourdir les pattes après un si long trajet. J'attrapai mon sac et suivis le flot des voyageurs vers la sortie. Mon cœur battait un peu plus fort à chaque pas. L'Inde m'attendait. J'avançais à pas de tortue dans l'allée principale de l'avion, me rapprochant de la porte de sortie. Je ne portais qu'un simple t-shirt, car en cette saison, même à la tombée de la nuit, la température avoisinait les 25 degrés. Je n'étais plus qu'à quelques pas de la porte, et à mesure que je m'approchais, je sentis la chaleur et l'humidité m'envahir. Une fois la porte franchie, je fus enveloppé par une bouffée d'air chaud et humide, presque palpable. En descendant la rampe de l'avion, je marchais sur le béton de la piste, me dirigeant vers le bâtiment où je devais récupérer mon bagage. Les couloirs de l'aéroport étaient animés, remplis de voyageurs pressés et de conversations. Mais je remarquai immédiatement une présence rassurante. Les panneaux étaient écrits en hindi et en anglais, confirmant ce qu'on m'avait dit avant mon départ. Après l'atterrissage, je me dirigeais vers le contrôle de l'immigration, mon passeport en main. La file avançait lentement, mais le moment ne manquait pas d'intérêt. Autour de moi, des voyageurs de tous horizons attendaient avec une certaine impatience. Certains étaient des Indiens revenant de l'étranger, échangeant des sourires avec les agents, tandis que d'autres, comme moi, étaient des visiteurs pour qui ce passage symbolisait le début d'une aventure. Quand mon tour arriva, l'agent, vêtu d'un uniforme impeccablement repassé, me demanda mon passeport d'un geste professionnel mais cordial. Il le feuilleta brièvement avant de saisir son tampon. Clac. Le bruit résonna comme un coup de marteau scellant mon entrée en Inde. Le tampon, magnifiquement détaillé, ornait désormais une nouvelle page de mon passeport. Je pris un instant pour le contempler. Les caractères officiels et la mention de l'aéroport étaient encadrés par une élégante bordure, un souvenir à part entière de ce moment marquant. L'agent me rendit mon passeport avec un léger sourire, accompagné d'un
Welcome to India. Lorsque je franchis les portes principales de l'aéroport, l'air extérieur était encore plus chaud et humide. On m'avait prévenu que le choc thermique pouvait être déstabilisant au début, mais qu'on s'y habituait vite. En sortant, je fis attention à marcher avec assurance, car on m'avait conseillé de ne pas paraître perdu. Sinon, je risquais d'attirer de nombreux chauffeurs peu scrupuleux, prêts à profiter des touristes. Je hélai moi-même un tuk-tuk et indiquai au chauffeur le nom de mon hôtel, qu'il semblait bien connaître. Il me proposa un prix. Je savais que c'était probablement au-dessus de ce que j'aurais dû payer, mais pour cette première fois, je préférais ne pas me compliquer la tâche après un si long voyage et accepta son offre. Pour mes futurs trajets, on m'avait recommandé d'utiliser l'application Ola, la version indienne d'Uber. Les tarifs y sont environ 10 fois moins chers qu'en France, et cela me permettrait d'éviter de trop me faire avoir sur les prix. De plus, les trajets en taxi étaient plus confortables pour les distances longues, offrant un répit bienvenu face au bruit incessant de la route. Cependant, pour utiliser cette application, j'avais besoin d'une carte SIM indienne que je prévoyais d'acheter le lendemain. Le trajet en tuk-tuk ne fut pas de tout repos. Ce véhicule hybride entre une mobilette et une voiture zigzaguait à travers une circulation dense, évitant de justesse les voitures, vélos, piétons et même des vaches qui traversaient tranquillement les rues. C'était une véritable danse frénétique, un chaos parfaitement orchestré où chacun semblait suivre des règles invisibles. En chemin, je demandai au chauffeur de s'arrêter à 2 pas de mon hôtel, devant un petit restaurant de rue que j'avais remarqué. Juste à côté, un distributeur automatique de billets tombait à pic. Il me permit de retirer suffisamment de roupies pour couvrir mes dépenses des prochains jours, car je n'avais que le minimum en espèces pour payer le tuk-tuk jusqu'à l'hôtel. Le restaurant, illuminé par des guirlandes colorées, semblait assez calme à cette heure tardive. Des familles, des travailleurs nocturnes et quelques voyageurs occupaient les tables en plastique, tandis que l'air était imprégné d'odeurs alléchantes d'épices et de pain fraîchement cuit. Je commandai un dal makhani, une lentille crémeuse épicée, accompagnée de naan croustillant et d'un verre de lassi bien frais. En attendant mon plat, le serveur me déposa une assiette d'accompagnement typique de l'Inde. Des oignons marinés légèrement acidulés, teints d'un rose vif grâce au vinaigre et aux épices, ainsi que quelques papadums, des galettes croustillantes et légères, parsemées de graines de cumin. Leur craquant apportait une agréable distraction en attendant le repas principal. Je demandai également une bouteille d'eau, préférant éviter de boire l'eau du robinet, fortement déconseillée pour les touristes. Lorsque mon plat principal arriva, la première bouchée fut un choc pour mes papilles, un mélange parfait de saveurs intenses et réconfortantes, le crémeux du dal, le croustillant du naan et la douceur du lassi formaient une harmonie que je n'oublierai pas. Je m'étais imaginé ce moment des dizaines de fois, mais il dépassait toutes mes attentes. Une fois le repas terminé, je réglai la note de 400 roupies, l'équivalent d'environ 5 €. Puis je marchai quelques minutes avant d'arriver devant mon hôtel. C'était un établissement modeste, niché dans une ruelle étroite, éclairé par quelques lampadaires vacillants. L'accueil à la réception était chaleureux. Derrière le comptoir, un jeune homme en uniforme impeccable me salua avec un sourire sincère et me souhaita la bienvenue. Son anglais, teinté d'un léger accent, ajoutait une touche d'authenticité à son amabilité. Il me demanda poliment mon passeport pour vérifier ma réservation et je remplis un petit formulaire sur une feuille jaunie par l'usage en notant les informations habituelles. Nom, nationalité,
numéro de passeport. Pendant qu'il terminait les formalités, je profitais pour observer l'entrée de l'hôtel. Modeste mais propre, elle dégageait une certaine simplicité apaisante. Quelques plantes en pot encadraient l'espace, et une légère odeur de jasmin flottait dans l'air. Derrière le comptoir, un tableau affichait les horaires du petit déjeuner et une liste des services disponibles, comme le thé du matin ou la blanchisserie. Le réceptionniste me tendit la clé en métal, attachée à un porte-clés rond un peu usé, et me donna les indications pour rejoindre ma chambre située au premier étage. Je le remerciai et me dirigeai vers l'escalier en colimaçon étroit, aux marches légèrement ébréchées par le temps. En montant, je sentais déjà le calme relatif de ma chambre m'attirer, promettant une pause bienvenue après cette journée riche en découvertes et en sensations. Une fois arrivé, je déverrouillai la porte et entrai. La chambre, simple mais fonctionnelle, était équipée d'un lit à la tête en fer forgé, d'un ventilateur suspendu au plafond que je m'empressai d'allumer pour me rafraîchir, et d'une petite fenêtre donnant sur la cour intérieure. Je posai mon sac dans un coin, pris un instant pour m'imprégner de l'atmosphère et laissai échapper un soupir de satisfaction. Cet endroit serait mon refuge pour la nuit, et je me sentais déjà prêt à m'y reposer avant les aventures qui m'attendaient le lendemain. Je m'assis sur le lit, fatigué mais curieux, écoutant les bruits de la rue en contrebas et le léger grincement du ventilateur de plafond qui semblait mal calibré. Les voix animées, les moteurs lointains et les klaxons lointains résonnaient comme une symphonie chaotique, mais étrangement réconfortante. J'éteignis la lumière et m'allongeai sur les draps. Mon premier jour en Inde venait à peine de commencer, et déjà, je savais que ce voyage serait inoubliable. Je m'endormis, englouti par la fatigue du voyage et bercé par l'ambiance sonore unique de cette nuit indienne. Les premières lueurs du jour traversèrent les rideaux fins de ma fenêtre. Je me réveillai doucement, le corps encore engourdi par la fatigue du voyage, mais déjà excité à l'idée de cette nouvelle journée. Après une rapide douche pour me rafraîchir, je pris mon sac à dos et quittai l'hôtel avec une première mission en tête. Me rendre chez un opérateur indien pour me procurer une puce indienne. Après quelques échanges avec les locaux, je finis par trouver une boutique Vodafone. L'intérieur était modeste, mais le vendeur, souriant et efficace, m'accueillit immédiatement. Avec mon passeport et une photo d'identité, je remplis quelques formulaires. Le vendeur m'expliqua que la carte SIM serait activée sous 3 heures, après quoi je pourrais pleinement profiter d'Internet et passer des appels par les applications. En sortant de la boutique, j'étais satisfait. Cette simple formalité me permettrait non seulement de rester en contact avec mes proches en France, en leur envoyant des photos et des nouvelles, mais aussi de faciliter mes déplacements grâce à l'application Ola, la version indienne d'Uber. Tout semblait se mettre en place pour la suite du voyage. De retour à l'hôtel, je profitais du temps d'attente pour savourer un petit déjeuner simple mais savoureux. Composé de poha, un plat de flocons de riz légèrement épicé garni de cacahuètes et accompagné d'un verre de chai fumant, il réveilla mes sens tout en me préparant pour la journée. Peu de temps après, je reçus un SMS confirmant que ma carte SIM était activée. En quelques clics, je téléchargeai Ola et envoyai mes premières photos à mes proches restés en France. Le cœur léger et connecté au monde, je me lançai dans les rues animées de Delhi, prêt à découvrir Chandni Chowk et Jama Masjid, les premières étapes de cette journée déjà bien entamée. En sortant de l'hôtel, je hélai un tuk-tuk pour me rendre à Chandni Chowk, l'un des marchés les plus emblématiques de Delhi, niché au cœur de la vieille ville.
Je préférais garder l'option du taxi pour le retour, appréciant déjà l'idée d'un trajet plus confortable et silencieux après une journée passée dans l'agitation. Le tuk-tuk, comme toujours, était une expérience en soi. Je m'installais à l'arrière, tandis que le chauffeur, un homme d'âge moyen au sourire jovial, enclenchait le moteur dans un bruit de pétarade caractéristique. En avançant dans les rues animées de Delhi, je sentis le vent chaud s'engouffrer dans le véhicule, m'apportant des bribes de la vie urbaine qui se déroulait autour de moi. Nous roulions à travers des avenues bondées, où les klaxons formaient une sorte de langage universel pour demander le passage ou exprimer l'impatience. À ma gauche, un marchand de fruits ambulant poussait une charrette surchargée de mangues dorées et de pastèques juteuses, tandis qu'à ma droite, un groupe de jeunes discutait bruyamment devant un stand de tchaï fumant. En approchant de la vieille ville, les rues devinrent plus étroites, les bâtiments plus anciens, témoins silencieux de l'histoire de Delhi. Les murs de grès rouge des bâtiments historiques semblaient raconter des siècles d'existence, tandis que des fils électriques entremêlés serpentaient au-dessus de la route comme un réseau complexe, presque organique. Les temples et mosquées apparaissaient entre les façades usées, leurs cloches ou appels à la prière, mêlant leur musique à l'agitation ambiante. À un feu rouge, mon regard fut attiré par une scène pleine de vie. Un barbier de rue, installé sur un simple tabouret, rasait avec soin un client assis sous un arbre, tandis qu'un vendeur voisin alignait des guirlandes de fleurs fraîches sur une table de fortune. Le tuk-tuk traversa enfin un large portail qui marquait l'entrée de Chandni Chowk. Ici, le décor changea encore. Les rues se rétrécirent davantage, s'enfonçant dans un labyrinthe de boutiques et d'étals. L'air devint plus dense, saturé d'odeurs mêlées d'épices, de jasmin, et parfois d'un léger fumet de charbon provenant des stands de nourriture. Alors que nous approchions de ma destination, je remarquai un groupe d'enfants jouant près d'une échoppe, leurs rires éclatants contrastant avec le tumulte environnant. À ce moment précis, une vache déambula tranquillement au milieu de la rue, indifférente au chaos qui l'entourait, forçant les conducteurs à ralentir ou à contourner ce visiteur imposant, mais respecté. Le chauffeur s'arrêta devant l'entrée principale du marché. Je descendis, remerciant le chauffeur, et respirai profondément avant de m'immerger dans l'effervescence de Chandni Chowk. L'énergie débordante du lieu me happa immédiatement, comme un tourbillon de vie vibrant qui m'appelait à explorer chaque recoin. Les rues étroites regorgeaient de stands colorés, de boutiques de vêtements, de bijouterie et de vendeurs ambulants, criant leurs prix dans un tumulte animé. L'air était saturé d'odeurs enivrantes, des épices piquantes, des encens brûlés et le doux parfum des guirlandes de fleurs. Je me frayais un chemin à travers la foule dense, m'arrêtant régulièrement pour observer les étals. À un stand d'épices, un marchand vêtu d'un kurta blanc m'invita avec un sourire chaleureux à sentir ses produits. Les arômes puissants de curcuma, de cumin et de cardamome emplirent mes narines, me transportant déjà dans la richesse de la cuisine indienne. La chaleur devenait de plus en plus intense à mesure que la matinée avançait. Le soleil, haut dans le ciel, baignait Chandni Chowk d'une lumière éclatante. Il devait faire autour de 30 degrés et l'atmosphère déjà animée semblait s'alourdir légèrement sous cette chaleur. Un peu plus loin, je tombais sur un vendeur de street food. Attiré par l'odeur alléchante des samosas qui frémissaient dans une huile chaude, je m'arrêtai pour goûter. L'enveloppe croustillante et dorée, fourrée d'un mélange de pommes de terre et d'épices, était irrésistible. Je me laissai également tenter par un jalebi,
une pâtisserie sucrée en spirale trempée dans du sirop, dont la douceur et le croquant complétaient parfaitement l'expérience. Après avoir flâné un moment dans le marché, je me dirigeais vers Jama Masjid, l'imposante mosquée qui domine la vieille ville. En gravissant les larges marches menant à l'entrée principale, je fus impressionné par la grandeur des minarets et des arches en grès rouge. Je retirai mes chaussures, comme le veut la tradition, et entrai dans la cour spacieuse de la mosquée. L'atmosphère contrastait fortement avec l'agitation du marché voisin. Ici, tout était calme, presque solennel. Les fidèles priaient en silence, tandis que les visiteurs se déplaçaient respectueusement, admirant la beauté architecturale du lieu. Je m'assis un moment sur les dalles de pierre tiède, savourant la sérénité du moment et profitant de la vue imprenable sur Delhi, où les toits des maisons semblaient se fondre dans l'horizon brumeux. Après cette immersion dans l'effervescence de Delhi et la quiétude apaisante de Jama Masjid, je décidai qu'il était temps de retourner à l'hôtel. Plutôt que de héler un tuk-tuk comme à l'aller, je choisis de tester l'application Ola pour les taxis. L'interface était simple et intuitive, et je trouvai rapidement une voiture disponible à proximité. Le trajet, estimé à environ 7 km, était affiché à 230 roupies, soit un peu moins de 3 €. Quelques minutes plus tard, mon chauffeur arriva au point de rendez-vous. C'était une petite voiture compacte, propre et climatisée, offrant un contraste agréable avec la chaleur étouffante de l'extérieur. Je m'installai à l'arrière et donnai le code de validation au chauffeur pour confirmer la course. Il hocha la tête avec un sourire chaleureux et démarra. Le trajet en taxi me permit de récupérer un peu d'énergie, tandis que je regardais défiler les rues animées de la ville à travers la vitre. Les klaxons étouffés, les enseignes lumineuses et les conversations animées formaient une toile de fond captivante. La climatisation douce et le confort de la voiture rendaient ce moment particulièrement agréable après une matinée intense. Alors que nous roulions dans les rues animées de Delhi, c'est le chauffeur qui entama la conversation. Tournant légèrement la tête, il me demanda en anglais « Where are you from ?» Surpris par cette initiative, je répondis que je venais de France. Son visage s'illumina d'un sourire et il me raconta qu'il avait toujours rêvé de visiter Paris un jour, bien qu'il ne puisse se permettre pour l'instant de voyager à l'étranger. Encouragé par cet échange, je lui posai quelques questions sur lui, et il m'expliqua qu'il était étudiant en ingénierie et qu'il travaillait comme chauffeur pour financer ses études. « Je conduis le soir et le week-end », dit-il avec un sourire timide. « C'est parfois fatigant, mais c'est important pour moi de ne pas dépendre entièrement de ma famille. » Je fus impressionné par sa détermination et sa capacité à jongler entre ses études et son travail. Il me raconta brièvement ses rêves de devenir ingénieur en informatique et d'ouvrir un jour sa propre entreprise. « Delhi est une ville pleine d'opportunités, » ajouta-t-il, « mais il faut travailler dur pour réussir. » Ce court échange rendit le trajet encore plus enrichissant. Ce n'était pas simplement un moyen de transport, mais une petite fenêtre ouverte sur la vie de quelqu'un d'autre, un aperçu de la réalité d'un jeune Indien essayant de construire son avenir dans une ville dynamique et exigeante. Sa sincérité et son optimisme me laissèrent pensif, me rappelant combien chaque personne, dans ce pays foisonnant de vies croisées, portait une histoire unique et inspirante. En arrivant à l'hôtel, je le remerciai chaleureusement pour la course et lui laissa un petit pourboire en lui souhaitant bonne chance pour ses études. Alors que je descendais de la voiture, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à cette rencontre fortuite. Ces moments,
aussi simple soit-il, ajoutait une profondeur inattendue à mon voyage, me connectant aux gens d'une manière authentique et humaine. Une fois de retour dans ma chambre, je m'assis sur le lit, épuisé mais satisfait de cette journée intense. La symphonie incessante de Delhi, avec ses klaxons, ses cris de vendeurs et son agitation perpétuelle, résonnait encore dans ma tête. Bien que fascinant, ce tumulte commençait à peser légèrement sur mes nerfs. J'avais envie de découvrir une autre facette de l'Inde, une facette plus calme, plus profonde. Je pensais alors au Kerala, cet état du sud de l'Inde réputé pour ses backwaters paisibles, ses palmiers qui se balancent doucement sous la brise et sa douceur de vivre. Ce contraste prometteur avec l'effervescence de Delhi semblait exactement ce dont j'avais besoin. Le lendemain matin, je me rendis à la gare pour tenter d'obtenir un billet pour ce long trajet, car je ne comprenais pas le fonctionnement des réservations sur Internet. Le guichetier m'écouta avec attention avant de me répondre, d'un ton courtois mais ferme, qu'il fallait revenir le jour suivant. Les billets de dernière minute ouvraient chaque jour à 11 heures et les places partaient très vite. Je repartis avec une pointe d'incertitude, espérant avoir de la chance. En attendant, je décidai de profiter de cette journée pour explorer davantage Delhi. Je visitai quelques lieux emblématiques comme India Gate et le Lotus Temple, tout en flânant dans des marchés moins bondés où l'atmosphère se faisait plus détendue. Ces moments de découverte me rappelaient combien cette ville, malgré son chaos apparent, regorgeait de coins fascinants et de contrastes. Le lendemain, de retour à la gare, je me glissai dans la file des guichets pour les étrangers, croisant les doigts pour obtenir une place. Après une attente stressante, l'agent m'annonça avec un sourire que j'avais réussi à obtenir un lit en train-couchette qui partait demain. C'était une vraie chance, et je remerciai le guichetier avant de m'éloigner, billet en main, soulagé et enthousiaste à l'idée de ce nouveau départ. De retour à l'hôtel, le réceptionniste m'accueillit chaleureusement, comme à son habitude. Il me proposa ensuite un dîner léger pour conclure la journée. Peu de temps après, il frappa à ma porte avec un plateau contenant un simple mais savoureux khichdi, un mélange réconfortant de riz et de lentilles, accompagné de pickles et de yaourt. Ce repas, dans sa simplicité, était exactement ce dont j'avais besoin après ces 2 journées intenses. Le lendemain matin, je me levai tôt, prêt à monter dans ce train qui me mènerait vers une toute autre facette de l'Inde, celle que je rêvais de découvrir depuis longtemps. Le matin du départ, je fis le trajet jusqu'à la gare en taxi, car c'était trop long pour s'y rendre en tuk-tuk. J'arrivai à la gare 1 heure avant l'heure prévue. La scène était chaotique mais fascinante. Des voyageurs chargés de sacs en toile, des vendeurs ambulants criant leurs produits et des familles se rassemblant près des quais. Les annonces, diffusées en hindi, résonnaient dans l'air déjà humide. Mon train, imposant et d'une longueur impressionnante, était déjà là. Je marchais le long du train pour localiser mon wagon, puis je montais dedans. Les couchettes étaient disposées de façon pratique. 3 lits superposés de chaque côté des compartiments et 2 supplémentaires alignés le long de l'allée principale. Mon billet me désignait un lit du haut, ce qui signifiait que je pouvais m'installer directement, sans attendre que la banquette du milieu soit transformée en lit. Les trains couchettes en Inde sont une expérience unique. Bien que pratiques, ils ne fournissent pas de couverture ni de drap, et les banquettes ne sont pas toujours d'une propreté irréprochable. Elles sont aussi confortables qu'un tatami japonais. Préparé à cela,
j'avais emporté un sac de viande en coton, un drap fin que j'utilisais pour m'isoler des surfaces, assurant une certaine hygiène tout en ajoutant un peu de confort. Les vendeurs ambulants qui parcouraient les allées avec leurs paniers en criant leurs marchandises « Chai, chaya, pakora, samosa, chapati », je ne résistais pas longtemps à l'appel du chai. Pour 10 roupies, soit 15 centimes, on me tendit un petit gobelet en terre cuite rempli d'un thé chaud, sucré et épicé, parfait pour me réchauffer dans la fraîcheur matinale. Le train démarra doucement, presque imperceptiblement au début, dans un cliquetis caractéristique. Alors que nous avancions, je remarquai quelque chose qui m'étonna. Certaines personnes montaient encore à bord, même après que le train avait commencé à rouler. Une femme agile monta avec un sac volumineux, aidée par un passager déjà installé à la porte. C'était un contraste frappant avec les règles strictes et l'organisation des trains en France. Ici, tout semblait plus flexible, presque improvisé, mais étrangement, on se sentait en sécurité malgré ce chaos apparent. Après quelques heures, la curiosité m'emporta. Les portes du train, souvent laissées ouvertes, permettaient aux passagers de profiter pleinement du paysage. Je décidai d'en profiter. Lentement, je descendis de ma couchette, me dirigeai vers une porte ouverte et m'y installai. Assis sur le marchepied, mes pieds légèrement posés sur les bords, je tenais fermement la herse métallique de la porte pour plus de sécurité. Devant moi, le paysage défilait comme une fresque vivante, des rizières verdoyantes, des palmiers dansant sous la brise, et des petits villages où les enfants saluaient le passage du train avec des éclats de rire. L'air chaud, mêlé d'odeurs de terre et de végétation, me donnait un sentiment de liberté incroyable. Ce moment, suspendu entre le bruit régulier du train et la sérénité des paysages, fut l'un des plus mémorables de mon voyage. C'était une communion directe avec l'Inde, sans barrière, sans vitres, juste une immersion pure dans la vie qui se déroulait devant moi. De retour à ma couchette, je fis connaissance avec mes voisins, un groupe d'adultes assis sur la banquette en dessous de la mienne. Leur curiosité envers moi était évidente, et malgré notre différence de langue, nous trouvâmes rapidement un terrain d'entente. Ils me posèrent des questions sur mon pays, et l'un d'eux, avec beaucoup de rire, s'essaya à prononcer quelques mots en français. En retour, ils m'apprirent quelques expressions simples en hindi. Les échanges étaient joyeux et ponctués de rire. À l'heure du repas, ils partagèrent généreusement leurs plats avec moi, des chapatis faits maison, des currys parfumés et même des desserts sucrés. En retour, je sortis quelques snacks de mon sac, une maigre contribution mais qui fut accueillie avec chaleur. Le train était équipé de ventilateurs fixés au plafond au-dessus des couchettes. Bien que rudimentaires, ils apportaient une fraîcheur bienvenue, surtout lorsque le train s'immobilisait dans une gare, laissant la chaleur extérieure envahir les compartiments. Les couchettes, bien que pratiques, étaient assez étroites. Je m'y allongeai, enveloppé dans mon sac de couchage. Le bruit de fond des conversations et du cliquetis du train créait une ambiance particulière, à la fois vivante et apaisante. Alors que le soir tombait, les ventilateurs continuaient leur vrombissement régulier. Le train avançait toujours, son rythme hypnotique me berçant doucement. Au petit matin, je fus réveillé par l'agitation. Les paysages, baignés dans la lumière dorée de l'aube, annonçaient que nous approchions du Kerala. Le vert luxuriant des rizières et les palmiers omniprésents me confirmèrent que j'étais arrivé dans une toute autre Inde. Lorsque le train ralentit et s'immobilisa enfin,
Je descendis avec mon sac, prêt à explorer cette nouvelle région. Ce trajet, long et parfois inconfortable, avait été bien plus qu'un simple moyen de transport. Il avait été une véritable aventure, faite de rencontres, de partage et d'instants magiques. Lorsque je descendis du train, la chaleur moite et l'odeur de végétation luxuriante m'accueillirent immédiatement. Ce contraste frappant avec l'agitation de Delhi et la fatigue du long trajet en train renforçait l'impression que je venais de poser le pied dans un autre monde. Je me retrouvais sur le quai d'une petite gare, sans trop de repères. Après quelques échanges en anglais simple, je parvins à héler un tuk-tuk pour me rendre à l'endroit où m'attendait ma péniche, une sorte de maison flottante que j'avais pris soin de réserver la veille. Mon sac bien calé sur mes genoux, je m'installai à l'arrière du véhicule, prêt à découvrir les paysages qui me séparaient des backwaters. Il s'agit d'un vaste réseau constitué d'environ 1500 km de canaux, lacs et lagunes naturelles et artificielles, un peu en retrait de la côte. Pendant le trajet, mon regard fut attiré par une petite statuette de Ganesh, suspendue au rétroviseur du tuk-tuk. La figurine, peinte avec des couleurs vives, représentait le dieu avec sa tête d'éléphant, un ventre rebondi et une expression bienveillante. Le conducteur, remarquant mon intérêt, sourit et lança « Ganpati Bappa, protector ». J'en ai déduit que c'était un porte-bonheur. Intrigué, je lui demandai d'en dire plus sur cette divinité. Il me raconta que Ganesh, fils de Parvati, fut créé par elle seule à partir de la poussière de son corps pour monter la garde à l'entrée de son palais pendant qu'elle se baignait. Lorsque Shiva, son époux, revint chez eux sans en être informé, Ganesh lui bloqua l'accès, fidèle à sa mission. Shiva, ignorant l'identité de l'enfant, entra dans une colère divine et lui trancha la tête. Parvati, désespérée par la perte de son fils, exigea que Shiva le ramène à la vie. Pour réparer son acte, Shiva ordonna à ses serviteurs de trouver la tête du premier animal mourant qu'ils croiseraient. Ils revinrent avec celle d'un éléphant. Shiva fixa cette tête au corps de Ganesh, le ressuscitant ainsi. Le chauffeur m'expliqua que Shiva, ému par la loyauté de Ganesh, le bénit en faisant de lui le protecteur des commencements et le démolisseur des obstacles, vénéré avant toute entreprise pour assurer succès et protection. Cette histoire m'émerveilla, et je pris la décision de me procurer une statuette de ce dieu avant mon retour en France. Le tuk-tuk serpentait à travers des chemins bordés de cocotiers, de petites maisons blanchies à la chaux et de canaux où l'eau brillait sous le soleil. En attendant d'arriver à destination, je grignotais quelques snacks restants de mon voyage en train. Des biscuits qui ressemblaient à des Oreos et un paquet de noix de cajou. Au bout d'une demi-heure, le tuk-tuk s'immobilisa devant un petit embarcadère ombragé. L'eau des backwaters s'étendait devant moi, et ma péniche traditionnelle m'attendait là, amarrée paisiblement. Ce moment, entre découverte et sérénité, marquait une nouvelle étape dans mon voyage à la fois imprévu et captivant. La péniche, qui m'attendait sur le quai bordé de palmiers, était charmante. Son toit en chaume, ses parois en bois et ses fenêtres encadrées de rideaux blancs et de moustiquaires la rendaient à la fois rustique et accueillante. Une petite équipe composée d'un capitaine et d'un cuisinier me souhaita la bienvenue. Dès que je montai à bord, je sentis une douce odeur de bois et d'épices émaner de la cuisine. Le bateau démarra lentement, sans bruit, glissant silencieusement sur l'eau. À chaque virage, le paysage changeait légèrement.
des rizières, émeraudes à perte de vue, des femmes lavant leur linge sur les berges et des oiseaux aquatiques planant au-dessus de l'eau scintillante. Je m'installai sur le pont, une tasse de chai fumante à la main, admirant ce tableau vivant. Alors que le soleil commençait à décliner, le bateau accosta près d'un petit village. Le capitaine me proposa de descendre pour une courte visite. J'acceptai avec enthousiasme, curieux de rencontrer les habitants. Dans le village, je fus accueilli par un groupe de femmes en sari colorés, occupées à tresser des feuilles de cocotier pour en faire des toits. L'une d'elles, parlant un peu anglais, me montra comment les tresses étaient assemblées. Des enfants, intrigués par ma présence, me suivirent en riant. Un vieil homme s'approcha ensuite, me proposant de goûter un fruit cueilli d'un arbre. C'était un moment simple mais profondément humain, une interaction qui me connectait aux racines de ce pays. De retour sur la péniche, le cuisinier m'invita à prendre place pour le dîner. Le repas, typiquement kéralais, fut servi sur une grande feuille de bananier, une tradition locale qui ajoutait une touche unique à l'expérience. Le cuisinier, fier de son art, me présenta chaque plat avec un sourire. Au menu, il y avait du riz mata, un riz rouge légèrement croquant, accompagné d'un sambar épicé, de légumes marinés au curcuma et d'un torrent, une préparation sautée de noix de coco et de haricots verts. En guise de garniture, des papadums croustillants complétaient le repas. Pour finir, un dessert sucré à base de lait de coco et de jaggery, un sucre de canne brute, me fut servi. Chaque bouchée était un mélange de saveurs intenses et subtiles, un véritable voyage culinaire en soi. Le cuisinier, voyant mon enthousiasme, me demanda « How do you like Kerala food ?» Je répondis sincèrement « It's amazing, so fresh and tasty ». Son sourire s'élargit, visiblement ravi de mon appréciation. Une fois le dîner terminé, je m'installai sur le pont pour admirer les étoiles. Le ciel, dégagé et noir comme de l'encre, était constellé de lumières scintillantes. Seuls les bruits discrets des insectes nocturnes et le clapotis de l'eau venaient troubler le silence. Je rejoignis ma cabine un peu plus tard, un petit espace simple mais confortable. En m'allongeant sur le lit, bercé par le mouvement léger du bateau, je ressentis une paix profonde. La péniche semblait flotter dans un monde à part, loin des soucis et du tumulte. Le lendemain matin, je fus réveillé par les premiers rayons du soleil. Le bateau s'était arrêté près d'un autre village. Le capitaine me proposa une petite promenade pour rencontrer des pêcheurs locaux. Les pêcheurs, accroupis près de leurs filets, m'expliquèrent en anglais simple leur méthode traditionnelle de pêche. Ils utilisaient de longues perches pour attraper des poissons et des crevettes d'eau douce, une technique transmise de génération en génération. Ils me montrèrent leur prise du jour, encore frétillante dans un seau. Un jeune homme me tendit une petite crevette fraîche, m'expliquant qu'elle serait parfaite grillée avec des épices locales. Je ne pouvais qu'admirer leur savoir-faire et leur lien intime avec la nature. En reprenant la route aquatique, je me sentais transformé. Le Kerala, avec ses paysages envoûtants et ses habitants chaleureux, m'avait déjà offert une expérience inoubliable. Cette nuit flottante, ces repas authentiques et ces rencontres simples mais sincères resteraient gravés dans ma mémoire. Mais le voyage devait continuer, et pour la suite de ce voyage, je décidai de partir pour Goa. Pour ce trajet, j'avais décidé d'opter pour un bus couchette de nuit,
une alternative plus simple que le train pour obtenir un billet à la dernière minute. Sur le site internet de la compagnie, je réservais une place pour 2000 roupies, soit un peu moins de 25 €, un prix certes plus élevé que le train, mais qui garantissait confort et praticité, et cela m'économisait aussi une nuit à l'hôtel. Lors de la réservation, j'avais remarqué qu'il existait 2 types de places, des couchettes doubles, où l'on partage son espace avec un autre passager, et des couchettes simples. Ne souhaitant pas me retrouver collé à un inconnu pendant un trajet de plusieurs heures, je choisis une place simple, située en haut vers le milieu du bus, un emplacement réputé pour offrir un meilleur confort de route. Lorsque j'arrivai à la gare routière pour embarquer, le bus me surprit par son apparence. Il était décoré de couleurs vives, avec des motifs peints sur la carrosserie et des guirlandes de fleurs suspendues à l'intérieur, une touche typiquement indienne qui ajoutait une chaleur visuelle à l'expérience. Avant de monter à bord, un employé du bus m'accueillit avec un registre à la main. « What's your name, sir ?» demanda-t-il. Je lui indiquai mon nom, qu'il vérifia dans sa liste avec un sérieux professionnel. Après un rapide coup d'œil, il hocha la tête avec un sourire et m'indiqua mon numéro de couchette. Cette vérification me rassura. Je ne risquais pas de me tromper de bus ou de compartiment, un détail important dans le tumulte de la gare routière. Une fois mon nom validé, il me fit signe de monter et m'indiqua l'allée menant à ma couchette. Les compartiments individuels étaient tout aussi accueillants. De jolis rideaux bordaient chaque couchette, offrant une intimité bienvenue. Les draps étaient propres et un matelas bien confortable couvrait toute la longueur de la couchette, laissant suffisamment d'espace pour s'allonger complètement. Une large vitre panoramique occupait tout un côté du compartiment, permettant d'admirer le paysage pendant le trajet. Chaque couchette était équipée d'un contrôle individuel de climatisation, permettant d'ajuster la température selon ses préférences. La climatisation, bien qu'appréciable, nécessitait tout de même de s'emmitoufler un peu. Par précaution, j'avais mon sac de couchage en coton, que j'utilisais par mesure d'hygiène, même si tout semblait propre et bien entretenu. Le bus démarra doucement, et je fus immédiatement ravi de mon choix. Certes, le bus oscillait davantage que le train sur ses rails, mais cela restait tout à fait supportable. En revanche, l'espace était bien plus généreux, l'atmosphère moins étouffante et nettement plus paisible. La couchette, spacieuse et confortable, me permit de m'allonger en toute quiétude. Alors que nous traversions les petites villes du Kerala, j'apercevais, à travers ma vitre panoramique, des maisons illuminées et des rues calmes, baignées par la lumière des néons. En cours de route, le bus s'arrêta à plusieurs reprises dans des sortes d'aires d'autoroute pour permettre des pauses. L'une des pauses, au milieu de la nuit, fut particulièrement bienvenue. Je descendis pour une pause pipi, profitant de l'air frais, et en profiter pour acheter un chai fumant auprès d'un vendeur ambulant, accompagné de quelques cubes de pastèques fraîchement découpés. Les fruits, légers et hydratants, sont souvent recommandés pour éviter le mal des transports, et leur fraîcheur était parfaite pour apaiser ma faim. Ne voulant pas trop manger, mais attiré par les saveurs locales, je commandai également un dosa masala, cette crêpe fine et croustillante, légèrement garnie de pommes de terre épicées. Chaque bouchée était un plaisir, sans être trop lourde, idéal pour un voyageur soucieux de rester à l'aise sur la route. Je gardais tout de même un œil sur mon bus au loin, par crainte qu'il ne reparte sans moi. Cependant, je me rassurais en constatant que le personnel s'assurait systématiquement que tous les passagers soient bien à bord avant de reprendre la route. Une fois rassasié mais sans excès, je remontai tranquillement dans le bus,
prêt à continuer le voyage. De retour dans ma couchette, je me glissais sous mon sac de couchage. La quiétude régnait dans le bus. Seul le ronronnement du moteur et le léger bruissement des rideaux brisés par le vent accompagnaient mes pensées. L'aménagement ingénieux et l'intimité de l'espace faisaient presque oublier qu'on voyageait dans un véhicule. Je m'endormis rapidement, bercé par le mouvement du bus et la vue des étoiles à travers la vitre panoramique. Chaque virage, chaque arrêt s'intégrait à une routine presque méditative. Aux premières lueurs du jour, je me réveillais doucement, sentant que le bus ralentissait à mesure qu'il approchait de Goa. Je regardais l'heure sur mon téléphone. Le trajet arrivait à sa fin. Les palmiers bordant les routes et l'air légèrement salin annonçaient que la mer n'était pas loin. En descendant du bus, je pris un instant pour m'étirer et m'imprégner de cette nouvelle ambiance. Goa, avec ses plages et son atmosphère unique, m'accueillait avec une promesse de détente et de découverte. Fatigué mais déjà excité, je hélais un tuk-tuk pour rejoindre l'hébergement que j'avais réservé pendant le trajet, prêt pour une nouvelle étape dans mon voyage. Le tuk-tuk me déposa devant une petite maison perchée sur une petite colline avec une vue imprenable sur l'océan. L'endroit, modeste mais charmant, était entouré de palmiers dont les feuilles bruissaient doucement sous l'effet de la brise marine. Depuis la terrasse, je pouvais voir la plage dorée en contrebas, presque déserte, baignée par une lumière douce. Après avoir effectué les formalités avec le responsable de la maison, je descendis vers la plage, emportant juste une serviette et mon maillot de bain. Le chemin qui serpentait entre les cocotiers offrait une vue panoramique sur l'océan scintillant au loin. En chemin, je croisai un groupe de pêcheurs, assis en cercle sur le sable. Ils réparaient minutieusement leurs filets, discutant à voix basse tout en échangeant des sourires. Leurs gestes, précis et réguliers, semblaient raconter une histoire ancienne, celle d'une vie rythmée par la mer. Un peu plus loin, un chien au pelage caramel s'approcha timidement de moi, la queue remuant doucement. Après quelques instants d'observation mutuelle, il se mit à trottiner à mes côtés, comme s'il m'avait adopté. Son air gentil et curieux me fit sourire. À chaque pause que je faisais pour admirer le paysage ou écouter le bruit des vagues, il s'arrêtait également, me regardant avec des yeux brillants, comme pour s'assurer que je ne l'abandonnais pas. En arrivant sur la plage, le chien rebroussa chemin. Le sable chaud sous mes pieds m'offrait une sensation réconfortante, et l'eau de l'océan, d'une température presque tiède, me fit instantanément oublier la fatigue du voyage. Je plongeais sans hésiter, savourant chaque instant passé dans cette mer accueillante, bercée par le doux mouvement des vagues. L'eau tiède semblait chargée d'une énergie débordante qui me revigora pour la journée. Une fois sorti de l'eau, je m'allongeai sur le sable, laissant le soleil sécher ma peau. Le silence environnant n'était troublé que par le bruit des vagues et les cris lointains des mouettes. Cette plage, déserte et paisible, semblait appartenir à un autre monde, loin de l'agitation que j'avais connue dans d'autres parties de l'Inde. Les jours suivants, je m'abandonnais à ce rythme tranquille. Je profitais des longues promenades le long des plages, de la chaleur du soleil et des rencontres spontanées avec d'autres voyageurs ou des habitants. À chaque coucher de soleil, je m'installais dans des petits cafés de bord de mer pour déguster un poisson masala ou un curry de crevettes, accompagné de la fraîcheur d'un jus de mangue ou de noix de coco. Durant ces quelques jours, Goa me dévoila sa magie. J'y rencontrai des gens sympathiques
et même d'autres voyageurs francophones avec qui les conversations étaient tout de même plus simples et riches. Certains m'invitèrent même à partager un feu de camp improvisé sur la plage, où des rires et des histoires se mêlaient au bruit des vagues. Ce séjour à Goa fut une parenthèse enchantée, un moment de répit dans un voyage riche en aventures. Entre les baignades dans l'océan, les plages désertes et les rencontres mémorables, je ressentais une sérénité profonde, comme si le temps avait ralenti pour me laisser savourer chaque instant. Après plusieurs jours passés à profiter de la quiétude et de la beauté des plages de Goa, mon voyage touchait à sa fin. Mon itinéraire me conduisait cette fois à Mumbai, la dernière étape de mon périple en Inde, avant mon retour en France. Pour ce trajet, j'optai à nouveau pour un bus de nuit. Alors que le bus s'éloignait doucement de Goa, je regardais une dernière fois les silhouettes des palmiers sous le clair de lune, me promettant de revenir un jour. Pendant une pause au milieu de la nuit, je descendis pour acheter un chai et quelques pakoras à un stand ambulant, discutant brièvement avec d'autres voyageurs. Rassasié et fatigué, je m'endormis paisiblement, bercé par le ronronnement du moteur et les mouvements du bus. Aux premières heures du matin, le bus entra dans l'agitation de Mumbai, la mégapole vibrante et trépidante. En descendant à la gare routière, je fus immédiatement frappé par l'énergie qui émanait de la ville. Des klaxons incessants, des foules denses et une ambiance effervescente qui contrastait avec la sérénité de Goa. Après avoir déposé mes bagages dans une chambre d'hôtel près de Colaba, un quartier populaire auprès des voyageurs, je sortis explorer cette ville fascinante. Je décidai de commencer ma journée par une visite au Gateway of India, ce monument emblématique de Mumbai. En arrivant sur place, je fus immédiatement frappé par sa grandeur. Cette arche imposante, construite en basalte jaune, dominait majestueusement le bord de mer. Son architecture reflétait l'héritage colonial de la ville. Devant l'arche, une foule animée se pressait. Des touristes posant pour des photos, des vendeurs ambulants proposant des souvenirs et des locaux savourant l'air marin. De là, on pouvait apercevoir le Taj Mahal Palace Hotel, un chef-d'œuvre architectural situé juste en face, avec ses coupoles majestueuses et son élégance intemporelle, symbole du luxe à Mumbai. Attiré par les nombreuses embarcations amarrées près du Gateway, je décidai de réserver une place pour une courte excursion, une activité populaire pour explorer la côte de Mumbai depuis la mer. Une fois à bord, je pris place à l'avant, cherchant à capturer chaque instant de cette expérience. Le bateau, légèrement vétuste mais charmant, commença à s'éloigner lentement du quai. À mesure que nous avancions, le panorama changeait. La silhouette urbaine de Mumbai, avec ses bâtiments modernes et ses tours scintillantes qui se détachaient sur l'horizon, contrastait fortement avec les structures historiques, comme le Chhatrapati Shivaji Terminus, ou la vieille tour de l'horloge visibles au loin. Alors que le bateau avançait doucement, des mouettes blanches entourèrent l'embarcation, attirées par les snacks que les touristes lançaient en l'air. Intrigué, je fis de même avec quelques biscuits salés, fasciné par l'agilité des oiseaux qui attrapaient chaque morceau en plein vol. Les rires des passagers et les lancers répétés des enfants rendaient la scène encore plus joyeuse. Le bateau longea plusieurs points d'intérêt, offrant une vue fascinante sur les îles au large. Initialement, je pensais que l'excursion se limitait à un simple tour du port, mais un guide m'apprit que le bateau faisait escale à Elephanta Island, une île célèbre pour ses grottes sculptées dédiées à Shiva.
Il m'expliqua également que je pourrais explorer l'île avant de reprendre un autre bateau qui me ramènerait au port en fin de journée. Cette information me réjouit. L'idée de découvrir un tel lieu historique ajoutait une nouvelle dimension à ma journée. Une fois à quai, je pris place dans un petit train touristique, un charmant convoi décoré qui transportait les visiteurs sur une courte distance jusqu'au pied de la colline principale. Entouré de familles indiennes et de quelques voyageurs, je savourais cette promenade tranquille, une introduction parfaite à ce qui s'annonçait déjà comme une expérience unique. En descendant du train, la montée vers les grottes commença. Le chemin sinueux était bordé de nombreux stands colorés, où des vendeurs proposaient des souvenirs artisanaux, des bijoux, des statuettes de divinités, ainsi que des collations typiques. Des odeurs enivrantes de fritures et d'épices flottaient dans l'air. À mi-parcours, je décidai de m'arrêter dans un petit restaurant en plein air, abrité sous un toit de chaume. J'y commandai un thali, un assortiment de plats locaux. Le repas, simple mais délicieux, me donna l'énergie nécessaire pour continuer la montée. En m'approchant du sommet, je remarquai la présence de nombreux singes qui déambulaient librement. Certains grimpaient aux arbres, tandis que d'autres s'appropriaient les rampes en pierre du chemin. Ils semblaient bien habitués aux visiteurs et n'hésitaient pas à s'approcher, espérant sans doute subtiliser quelques friandises. Arrivé en haut, un panorama spectaculaire s'offrait à moi. De là, on pouvait contempler la baie de Mumbai, avec ses eaux scintillantes et l'horizon brumeux. L'île, bien qu'animée par les touristes, conservait une certaine tranquillité, renforcée par le chant des oiseaux et le bruit léger du vent dans les feuillages. Les grottes d'Elephanta, véritable chef-d'œuvre architectural, se dressaient majestueusement, creusées directement dans la roche. À l'intérieur, des sculptures impressionnantes racontaient des histoires mythologiques. L'image centrale de Shiva, dans sa forme de Trimurti, représentant la création, la préservation et la destruction, était particulièrement saisissante. Je passais un moment à déambuler dans ces espaces sacrés, admirant les détails complexes des sculptures et m'imprégnant de l'atmosphère mystique qui régnait à l'intérieur. Après avoir exploré les grottes et profité des paysages, je redescendis tranquillement vers le quai. Sur le chemin, je croisai à nouveau des singes espiègles, l'un d'eux attrapant une noix de coco abandonnée par un touriste. Les vendeurs continuaient à attirer les visiteurs avec leurs étals colorés remplis de souvenirs. Je succombais à l'envie d'acheter une petite statuette de Shiva, finement gravée dans la pierre, pour garder un souvenir tangible de ce lieu remarquable. Mon attention fut ensuite attirée par un porte-clés représentant Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Me souvenant de la promesse que je m'étais faite au Kerala, j'en achetai un également, convaincu qu'il m'apporterait chance et protection. De retour sur le bateau, je m'installai à l'avant, profitant de la brise marine. En m'éloignant de l'île, je jetai un dernier regard sur sa silhouette verdoyante et ses mystères enfouis dans la roche. Cette excursion m'avait offert une nouvelle facette de l'Inde, alliant nature, spiritualité et découverte culturelle. Alors que le bateau se rapprochait du port, j'avais une vue imprenable sur les dockyards historiques, des installations portuaires dédiées à la construction, l'entretien et la réparation des navires. Ces édifices témoignaient de l'importance de Mumbai comme port-clé depuis l'époque coloniale. Un autre bâtiment saisissant était l'ancienne tour Rajabai, qui rappelle Big Ben avec son mélange gothique et victorien.
Elle semblait défier le temps, nichée parmi les structures modernes. Alors que je profitais de la vue, un homme assis à mes côtés entama une conversation. Originaire de Mumbai, il partagea une anecdote intéressante sur le Gateway of India. Il expliqua que ce monument, inauguré en 1924 pour accueillir le roi George V et la reine Mary, avait également servi à marquer symboliquement le départ des derniers soldats britanniques en 1948, après l'indépendance de l'Inde. C'est ici qu'ils sont partis pour ne plus jamais revenir, ajouta-t-il avec une pointe de fierté dans la voix. En descendant, je pris un moment pour observer à nouveau le Gateway of India, cette arche qui semblait rassembler tout l'esprit de Mumbai. Un mélange de grandeur historique et de vie moderne trépidante. Cette excursion en bateau, avec les mouettes espiègles, et la découverte de l'île d'Elephanta, avec ses singes et ses sculptures taillées dans la roche, resteront des souvenirs précieux. C'était un petit moment de magie simple, une parenthèse apaisante au milieu du tumulte de la grande ville. Après cette journée riche en découvertes, je décidai de conclure mon aventure à Mumbai avec un dernier repas dans un restaurant local. En flânant dans les rues animées de Colaba, j'aperçus un établissement chaleureux dont l'enseigne promettait des plats typiques de la région. Je commandai un baida roti, un pain farci d'œufs épicés et de viande, accompagné d'un sol kadi, une boisson rose à base de lait de coco et de kokum, réputée pour ses propriétés digestives. Le plat, à la fois réconfortant et riche en saveurs, était une façon parfaite de dire au revoir à la cuisine indienne qui m'avait tant émerveillé tout au long de ce voyage. Je pris mon temps pour savourer chaque bouchée, appréciant les arômes complexes des épices. Autour de moi, des familles et des amis partageaient des repas animés, créant une atmosphère chaleureuse et vivante. Rassasié, je pris un tuk-tuk jusqu'à mon hôtel pour une dernière nuit en Inde. Mon taxi pour l'aéroport était déjà réservé pour les petites heures du matin et je voulais m'assurer de dormir suffisamment avant ce départ. En préparant mes affaires, je ne pus m'empêcher de repenser à tout ce que j'avais vécu. Les temples, les marchés, les paysages variés et les rencontres. Tôt dans la nuit, mon taxi arriva devant l'hôtel. Le chauffeur, aimable et ponctuel, m'aida à charger mes bagages avant de prendre la route. Les rues de Mumbai, bien que moins animées à cette heure tardive, restaient vivantes, illuminées par les néons et ponctuées par les silhouettes des travailleurs nocturnes. Sur le chemin, je remarquai une étonnante activité autour des camions stationnés le long des trottoirs. Ils déchargeaient des bottes de persil frais, destinées aux restaurants et marchés locaux. L'odeur verte et légèrement piquante flottait dans l'air, créant un contraste saisissant avec les habituels effluves de la ville. Le chauffeur, voyant ma curiosité, m'expliqua que Mumbai ne dormait jamais. Alors que nous approchions de l'aéroport, je regardais les lumières de la ville s'estomper peu à peu. Je savais que je n'avais exploré qu'une infime partie de tout ce que l'Inde avait à offrir. Chaque région, chaque ville semblait renfermer une infinité de trésors culturels, culinaires et naturels. Mais je savais au fond de moi que ce voyage n'était qu'un premier chapitre. Un jour, je reviendrai pour explorer tout ce que je n'avais pas encore eu le temps de découvrir, comme le célèbre Taj Mahal que j'avais volontairement laissé pour une prochaine aventure. Ce serait l'occasion d'approfondir mes expériences et, surtout, de retrouver cette magie inimitable qui fait le charme de l'Inde. Avec un mélange de mélancolie et d'excitation, je descendis du taxi,
prêt à embarquer pour mon vol. L'Inde, avec toute sa diversité et sa richesse, avait laissé une empreinte profonde en moi. Une légère tristesse m'envahit, mais elle s'adoucit rapidement, car au fond de moi, je savais que ce n'était qu'un au revoir. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, je repensais à une conversation marquante que j'ai eue avec un pêcheur sur les plages de Goa. Il m'avait raconté, avec un sourire empreint de sagesse, que tout ce que nous vivons n'est peut-être qu'un rêve, tissé par le dieu Vishnu, plongé dans son état de yoga nidra. La réalité, m'avait-il dit, est comme un rêve partagé par tous, une illusion divine que nous appelons Maya. Chaque instant, chaque rencontre est une part de ce rêve cosmique. Ces mots résonnaient en moi. Et si ce voyage n'avait été qu'un fragment de ce rêve universel? Mais alors, une question me vint à l'esprit. Lorsque je m'endormirai, cela voudrait dire en fait que je me réveille. Et si oui, où exactement? Ces questions, à la fois troublantes et fascinantes, m'apportaient une étrange sérénité. Je fermais les yeux, prêt à accueillir le sommeil, le cœur rempli de gratitude pour ce voyage inoubliable. J'espère que cette histoire vous a plu. Et sur ces mots, je vous dis bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.